Vous avez deux jeux qui vraiment sont intéressants. Vous avez Marvel Midnight Suns, d'accord, qui est un nouveau jeu de stratégie qui va être édité par Firaxis, qui fait les civilisations, ce genre de choses, pour ceux qui connaissent. C'est une branche de jeux de stratégie très poussée qui appartient à Tech2 Interactive. Donc là, c'est vraiment du jeu assez. Enfin voilà, vous n'allez pas être dans du jeu mainstream, c'est-à-dire que vous n'allez pas chercher à faire des dizaines de millions de joueurs, mais vous allez chercher à toucher une niche de joueurs de la manière la plus optimale possible. Si vous prenez le jeu de stratégie, fréquemment, quand on est investisseur et qu'on est un peu comme moi, comme dans le gaming, un acteur comme Paradox, vous allez appeler ça de l'ultra niche dans le jeu de stratégie. Donc vous êtes vraiment dans quelque chose de très profond qui va viser une base d'utilisateurs très restreinte. C'est l'ultra niche, c'est Paradox dans le jeu de stratégie. Le jeu de stratégie un peu plus ouvert, vous avez Firaxis qui fait les tropicaux, les civilisations, et là vous êtes sur une base d'utilisateurs un peu plus grande et quelque chose de moins spécifique que ce que vous avez chez Paradox. Et c'est très très intéressant parce que à l'époque où Take-Two a pris en main Firaxis, c'était quand même une société qui était un peu comme Paradox, qui était vraiment dans la niche assez hardcore du jeu de stratégie. Et et comment ça s'appelle, et Take-Two a réussi à élargir un peu la focale de Firaxis tout en gardant le côté hardcore gamer de certains jeux de Firaxis. Et ça a permis à l'entreprise de vraiment beaucoup grandir et d'avoir un socle de jeu très très important. Donc ça c'est intéressant aussi, ça vous montre la capacité que vous avez quand vous achetez une niche dans le jeu vidéo, que vous êtes sur un public que vous connaissez très bien, avec quelques améliorations au jeu ou quelques ajouts qui vous permettent de toucher un public un peu plus large. Tout de suite vous pouvez créer de la valeur et créer quelque chose qui est très très fort. Les jeux Paradox par exemple ils sont très complexes, mais ce qu'essaye de faire Paradox depuis quelques temps c'est un peu la même stratégie qu'a mis en place Firaxis. C'est-à-dire en fait c'est avoir des jeux très complexes pour que les hardcore gamers continuent à y retrouver leurs petits et continuent à avoir envie de jouer et à être fan des licences. Mais par contre, que qu'on rajoute une surcouche qui permette de jouer plus simplement au jeu. Et en fait, en rajoutant cette surcouche qui n'est pas obligatoire et que les gens peuvent activer ou non, vous allez agrandir le nombre de personnes qui peuvent jouer au jeu et tout de suite, vous allez créer énormément de rentabilité. Sachant que c'est plus facile d'ajouter un mode de jeu light, c'est-à-dire avec des fonctions en moins dans un jeu, que d'aller chercher la complexité. La complexité, c'est ce qui va vous coûter le plus cher. La simplicité, des fois, c'est très compliqué à mettre en place au niveau UX et tout, mais au niveau du code et au niveau de ce genre de choses, c'est pas forcément des choses qui vont vous coûter beaucoup d'argent. Surtout si vous êtes sur des développeurs qui connaissent bien leur métier, hein. Donc ça c'est intéressant. Ça vous montre aussi la puissance qu'a Firaxis. C'est-à-dire Firaxis avant éditait plutôt des jeux qui étaient ces jeux qu'ils avaient créés, donc Tropico, Civilization, ce genre de choses, hein, qui étaient des licences du jeu vidéo de il y a beaucoup enfin, d'années et d'années, mais on faisait rarement des portages de licences qui existent déjà. Et là, en fait, en portant Marvel en jeu de stratégie, ça montre vraiment un peu la stratégie que vous avez eue chez Disney avec Ubisoft, c'est-à-dire on va chercher Ubisoft pour faire un open world sur Star Wars parce que Ubisoft fait des bons open world à travers les Far Cry, les Assassin's Creed et tous ces jeux-là et les The Division, ce genre de choses qui sont des jeux en monde ouvert. Donc Disney dit bah, je vais amener mes licences à ces gens-là et du coup ils vont faire des bons jeux en monde ouvert. Disney amène sa licence à Firaxis et leur dit faites un jeu de stratégie. Et du coup Firaxis fait un jeu de stratégie. Et vous vous rendez bien compte que du coup le créateur de la licence, là où avant il faisait généralement un jeu, qui représentait sa licence et tous les X années il sortait un jeu. Maintenant vous avez la possibilité de faire toute une palette de jeux. Vous allez faire un jeu de stratégie, un jeu en monde ouvert, un jeu de sport. Vous avez un peu la même stratégie qu'a Nintendo avec ses IP, c'est-à-dire on prend Mario et puis on fait Mario Golf, Mario Kart, Mario versus Bowser, Super Smash, et on crée tout un univers de jeux qui sont différents. Et bah là, c'est un peu la même chose qui se met en place de plus en plus. Ceux qui le font et qui sont vraiment en avant-garde de ça, c'est Disney avec leur licence, mais ils passent vraiment non plus par une
stratégie qui était d'internaliser les studios, mais vraiment une stratégie qui est d'outsourcer à des studios spécifiques leur licence pour faire des jeux très spécifiques. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Ubisoft et tout. La question c'est de savoir est-ce que c'est un mouvement qui va être fait de manière assez voilà, de manière pérenne, ou est-ce que c'est un mouvement qui est vraiment juste là pour aider les licences, aider au lancement de Disney+, ce genre de choses. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez pérenne dans la stratégie de Disney, surtout si vous regardez un peu, je sais pas, mais si vous êtes abonné à un service qui s'appelle Masterclass, qui vous permet d'avoir des vidéos, on va dire, éducatives. Vous avez une masterclass de Bob Iger, le PDG de Disney, et il explique bien ce principe. Ce principe d'aller chercher du talent chez des partenaires, quitte après à les racheter. Et ça, en fait, quand vous êtes une grande entreprise comme Disney et tout, que vous avez les reins très solides, c'est comme quand vous êtes Apple, Google et tout. Vous allez voir un partenaire, vous vous dites on va faire un jeu avec lui parce qu'il a une compétence. Le jeu marche très bien et vous voyez que c'est une licence qui peut rapporter des dizaines de milliards sur 50, 60 ans. Bah à ce moment-là, vous pouvez vous dire bah, je vais racheter mon concurrent et même si je le paye très cher, c'est pas grave, à très long terme, je suis gagnant. Typiquement, c'est ce qui peut se passer avec Ubisoft par exemple. Imaginons les licences en monde ouvert de Disney, elles marchent super bien chez Ubisoft. D'accord? Mais vraiment super bien. Disney peut se dire bah écoutez, Ubisoft ils ont du talent, ils ont des équipes, ils ont une manière de faire, je vais mettre 10 milliards sur la table pour acheter le studio. J'ai fait des essais sur 3 licences, ça a bien marché, les jeux sont bien vendus. Bah maintenant je vais acheter ça, ils savent très bien faire des jeux open world et la seule chose que je vais leur demander c'est faire ça. C'est l'ultra spécialisation des entreprises. Et vous la trouvez de plus en plus. Ce qu'on demande de plus en plus aux entreprises, c'est d'être ultra spécialisé. Et ce qui fait une grosse entreprise, comme Google, comme Apple et tout, c'est cette capacité d'aller voir ces entreprises ultra spécialisées, de travailler avec elles, et quand vous en avez trouvé une qui matche vraiment optimalement vos besoins, vous allez la racheter. La même chose, Google a travaillé avec Waze en disant qu'ils étaient plus optimales que Maps quand on voulait prendre la voiture, qu'on voulait se balader, qu'on voulait éviter les embouteillages. Ils ont commencé à travailler ensemble, ils ont envoyé du trafic vers Waze, Waze a amélioré ses algorithmes, et ils ont fait prendre de la valeur à la société Waze. Et puis après, quand ils ont vraiment été certains que Waze c'était quelque chose qui marchait et qui pouvait scale, ils ont dit bah écoutez, on vous rachète. La vérité, c'est que s'ils avaient voulu le payer le moins cher possible, ils n'auraient absolument pas amené des données à Waze et ils n'auraient pas essayé de pousser Waze. Mais en poussant Waze, ils ont pu voir que c'était la bonne entreprise à racheter, que le service était bon. Ils l'ont payé peut-être un peu plus cher que s'ils avaient juste voulu le payer un peu avant, mais ils sont sûrs de leur coût. Et vous avez de plus en plus de sociétés qui sont comme ça. De plus en plus de fois, vous allez tenter d'outsourcer comme ça. La même chose chez Nintendo, quand ils ont outsourcé la création de leurs jeux mobiles, ils ont été voir des acteurs du mobile japonais, ou ils ont été voir des acteurs du mobile avec une techno bien précise, comme pour Pokémon Go avec Niantic. Et la vérité, c'est que si Nintendo avait lancé le jeu en interne, peut-être que Pokémon Go serait pas la réussite que c'est actuellement. Donc vous avez toujours intérêt à travailler avec votre écosystème. Après, vous pouvez avoir intérêt à manger votre écosystème. Donc voilà.